bonjour à tous, déjà. J'espère que vous allez bien. Ouais. Ouais, super. Bon, je suis très heureux d'être là ce soir, moi, pour cette première soirée où on va parler de bien-être en général et de performance, et où je vais essayer, pendant cette première conférence, de vous faire comprendre que l'on a tous en nous des ressources extraordinaires. Alors, avant de commencer, j'aimerais vous poser une question. Levez la main ceux qui se font une idée claire ou précise de ce qu'est le bien-être. Ah ben vous avez bien fait de venir. Alors je vais vous donner la définition. Le bien-être, c'est un état physique, mental, social, permettant à un individu de réaliser toutes ses aspirations. Le bien-être, c'est un état physique, mental, social, permettant à un individu de réaliser toutes ses aspirations. Alors ça veut dire quoi exactement? Parce que cette définition, elle paraît un peu vague. Mais elle n'est pas si vague que ça. Et ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire simplement que tout est possible. Ça veut dire que lorsqu'on est dans un état de bien-être, tout nous est possible. Et encore mieux, que cet état de bien-être doit être l'une de nos aspirations. Ok? J'en ai pas trop perdu jusque-là? Ça va? Super. Alors, je suis ce que l'on appelle une personne à haut potentiel. Une personne à haut potentiel, c'est une personne qui, dirons-nous, a des facilités intellectuelles, ou autrement dit, une intelligence supérieure à la moyenne. Et ça, en dehors du fait que ça soit assez prétentieux de dire ça, ça me fait assez bizarre de vous le dire, parce que je dois vous confier, et ça a valeur de confidence, que c'est seulement la deuxième fois de toute ma vie que je le dis. Et c'est la première fois devant une assemblée. Alors, être un haut potentiel, ça a l'air sympathique comme ça, mais en fait c'est très difficile à vivre. Et surtout quand on est neuroatypique. Une personne neuroatypique, on dit qu'elle utilise plutôt son cerveau droit, alors que la plupart des gens, la population générale, utilise plutôt le cerveau gauche. Le cerveau droit, c'est celui de la créativité, de l'intuition, de l'émotionnel. Et le cerveau gauche, quant à lui, est plutôt celui de la logique et du rationnel. Alors je prends beaucoup de pincettes en vous disant ça, parce que les neurosciences démontrent de plus en plus qu'il n'y a pas réellement de siège dans notre cerveau, et que l'utilisation d'un hémisphère plutôt qu'un autre serait en réalité comme un mythe. En tout cas, ce qui est vrai, et on l'aura tous remarqué autour de nous, c'est que certaines personnes sont plus créatives que d'autres, certaines personnes sont plus rationnelles que d'autres, ou encore que certaines personnes sont plus sensibles que d'autres. Et on en a tous remarqué autour de nous. Et je crois que cela vient plutôt d'éléments extérieurs, comme par exemple notre environnement, notre éducation, une part génétique aussi certainement, que le fait que l'utilisation d'un hémisphère ou de l'autre de notre cerveau. En tout cas, ce qui est aussi vrai, c'est que les personnes qui ont un haut potentiel, excusez-moi, alors je vous disais, en tout cas, ce qui est vrai, c'est que les personnes qui ont un haut potentiel ont généralement un cerveau qui travaille très vite. Les connexions dans leur cerveau sont très rapides, plus rapides que la moyenne. Une autre particularité des hauts potentiels, c'est qu'ils réfléchissent beaucoup. Ils s'interrogent énormément, se posent beaucoup de questions. Ils sont attirés par énormément de choses autour d'eux. Ils sont très créatifs. Et quelque chose de surtout, la particularité, c'est surtout qu'ils se remettent en doute énormément. Alors cette remise en doute est essentiellement due à deux choses. La première chose, qui est évidente, c'est que lorsqu'on s'interroge beaucoup, cela traduit un manque de confiance et donc du doute. La deuxième chose, c'est que les personnes qui ont un haut potentiel ont énormément de difficultés à interpréter les émotions qu'elles ressentent. Et cela pourrait paraître paradoxal, parce qu'ils ont beaucoup d'émotions, les hauts potentiels. Et donc je vous disais, c'est assez courant chez les hauts potentiels, cette particularité de ne pas arriver à interpréter les émotions. Et c'est très problématique dans la vie de tous les jours. Parce que la majorité des décisions que l'on prend tous les jours sont le fruit de nos émotions. Par exemple, vous êtes venu assister à cette conférence ce soir, et quand vous avez reçu une invitation, pour certains, c'est votre émotion qui vous a fait prendre la décision de venir ou pas. Et ça, n'ayez aucun doute là-dessus. Votre cerveau rationnel n'est pas intervenu là-dedans. Votre cerveau rationnel n'est intervenu juste qu'au moment où vous vous êtes posé la question si vous étiez libre ou si vous n'étiez pas libre, ou encore comment vous alliez venir à Montpellier depuis Strasbourg.
J'ai été diagnostiqué assez tard, moi, comme haut potentiel, et j'ai longtemps cru, pendant mon enfance et mon adolescence, que j'étais même moins intelligent que les autres. J'étais relativement médiocre à l'école, jusqu'au lycée, et je me sentais aussi très différent de mes amis. Pour couronner le tout, il faut aussi savoir que les hauts potentiels sont ce qu'on appelle des éponges à émotions. Leur empathie, leur ressenti est souvent démesuré. Alors cette difficulté à interpréter l'émotion est assez problématique, et notamment concernant les relations sociales. Et on peut bien imaginer que relations sociales et émotions, elles sont intimement liées. Et on sait que les relations sociales, par exemple, et dans la pyramide de Maslow, les besoins d'estime et d'appartenance sont ce qu'on appelle des besoins essentiels. Et je dois vous avouer que moi, cette difficulté a été problématique tout au long de ma vie. Alors quand on parle de relations sociales, on parle aussi, et bien évidemment, de relations sentimentales. Et quand on parle de relations sentimentales, on parle aussi d'émotions très très fortes. Je ne sais pas pourquoi tu ris, Ludwig. On parle aussi de relations très très fortes. Alors quand tout va bien, c'est comme dans toutes les situations. Quand tout va bien, ça va, c'est gérable. Mais quand ça va pas bien, ben on est au fond du trou. Et encore, je crois qu'on creuse encore. Et c'est vrai que la dépression est souvent commune chez les hauts potentiels. Et vous savez que la dépression, c'est le mal du siècle. Aujourd'hui, vous allez chez le médecin, on vous prescrit des antidépresseurs. Alors je suis allé voir moi un médecin après ma dernière rupture sentimentale, et vous savez ce qu'elle m'a dit? Je dis elle parce que c'était une dame. Elle m'a dit antidépresseur. Le diagnostic a duré 1 minute à peu près. C'était très rapide, hein, le diagnostic le plus rapide du monde. Et elle m'a dit, qu'est-ce qui vous arrive monsieur? Je dis, bah, je viens de me faire larguer, ok, antidépresseur. Mais c'est vrai que cela traduit exactement le système, la médecine du XXIe siècle et le système que l'on veut que l'on soigne. Et en effet, vous avez le droit d'être malade. On a les moyens de vous soigner. C'est simple. Mais avant de comprendre et de soigner ce que le maladie, est-ce qu'il n'y aurait pas une solution qui permettrait de ne pas en arriver là? Alors vous allez me demander pourquoi je vous raconte tout ça et pourquoi je vous narre mon histoire, qui je suis. Tout simplement parce que cette personne que je viens de vous décrire, moi, cette personne neuroatypique, c'est la personne que j'ai choisi d'être. Ou en tout cas, c'est la personne qui est née comme ça, avec cette particularité qui font de moi ce que je suis. C'est la personne qui a aussi vécu dans cet environnement, qui a aussi conditionné cette personnalité. Spinoza disait que la puissance des sentiments est telle que le seul espoir que nous ayons de surmonter un sentiment dommageable consiste à la contrer par un sentiment positif plus fort et déclenché volontairement. Et Spinoza disait que c'était le seul espoir. En d'autres termes, Spinoza disait que pour combattre une émotion négative, il était nécessaire d'avoir une émotion positive plus forte. Ça vous parle ou pas? Ouais? Répondez pas tous en même temps. Ah. Bon, si ça vous parle, vous avez de la chance, que moi ça ne m'a pas parlé du tout. Alors je suis un peu hypocrite en vous disant ça parce que j'ai quand même retenu quelque chose, j'ai quand même appris quelque chose de la réflexion de Spinoza. J'ai compris qu'en fait, moi aussi j'avais la capacité de pouvoir contrôler mes émotions. Moi, cette personne neuroatypique qui a sans cesse des émotions, je peux avoir la capacité, comme tout un chacun, de pouvoir les contrôler, de pouvoir les gérer. Et j'ai la capacité, comme tout un chacun, de pouvoir choisir les émotions que je vais ressentir. Alors avant de continuer, d'aller plus loin, il me semble opportun de vous donner les caractéristiques d'une émotion. C'est quoi une émotion? Une émotion, c'est quelque chose que l'on peut voir ou observer. Et en effet, une émotion, c'est quelque chose qui a un effet sur notre corps, des effets que l'on peut voir ou observer, comme par exemple augmenter notre fréquence cardiaque ou la faire baisser, de libérer certains neurotransmetteurs, de contracter nos muscles, de nous faire sourire, de nous faire pleurer, et bien d'autres encore effets. Prenons par exemple les deux émotions primaires, qui sont la joie et la peur. Vous savez que toutes les autres émotions ne sont que des émotions secondaires de la joie et la peur, qui sont des émotions primaires. La peur, par exemple, est une émotion qui va nous faire libérer certains neurotransmetteurs par notre système nerveux central, qui va faire contracter nos muscles, qui va faire augmenter notre fréquence cardiaque, dilater nos pupilles, etc. On dit alors que les émotions sont à la base de la régulation de la vie.
Et c'est vrai. Nos émotions régulent l'homéostasie de notre corps et l'ensemble des processus homéostasiques qui gouvernent chaque cellule de notre corps. Et nous avons tous tout le temps des émotions, même lorsque nous ne sommes pas conscients. Et il ne s'agit pas simplement que de prendre des décisions. Non, nos états émotionnels dirigent entièrement notre vie. Ce qu'il est intéressant de comprendre aussi, c'est que nos émotions engendrent nos sentiments. Lorsque vous ressentez des émotions, comme la joie ou le bonheur, vous éprouvez un sentiment de bien-être. Lorsque vous ressentez une émotion, comme la peur ou l'angoisse, vous allez ressentir un sentiment de mal-être. Ce qu'il est intéressant aussi de comprendre, c'est que toutes les émotions que nous ressentons ont pour unique but de préserver la vie. C'est vrai. C'est le propre de l'homme. Avec son cerveau, aussi évolué soit-il, notre corps va toujours réagir dans le sens de préserver la vie. Nous ressentons de la peur pour échapper à un danger qui pourrait menacer notre vie. Il en est de même pour la colère ou la tristesse. Et pour vous donner un autre exemple, moi quand j'ai commencé cette conférence, j'étais un peu stressé, beaucoup stressé. Et cette émotion positive a permis juste de faire augmenter ma fréquence cardiaque dans le but que je ne tombe pas, que je ne m'évanouisse pas devant vous en plein discours. Dommage. Oui, ça aurait plu, certainement. Oui. Ça aurait été dommage. Certainement. Alors, notre corps, je vous le disais, va réagir à ces émotions, toujours dans le but de préserver la vie, mais pas pour autant notre bien-être. Et comme je vous disais au début de cette conférence, c'est notre bien-être qui va nous permettre de réaliser toutes nos aspirations. Alors, les paroles de Spinoza ont été pour moi un réel déclencheur. Mais il fallait absolument que je comprenne. Parce que nous, les neuroatypiques, pour assimiler quelque chose, il est indispensable qu'on comprenne comment ça fonctionne. 5 plus 5, ça fait 10. On est d'accord. On l'a tous appris à l'école. Mais vous l'avez cru sur parole, vous, votre instituteur? Pas moi. Moi, pour que je comprenne que 5 et 5 font bien 10, il faut que j'en fasse l'expérience. Je suis neuroatypique et mon système d'apprentissage n'a rien à voir de rationnel. Et pour vous raconter une anecdote, je me souviens encore, ça m'a un peu marqué, j'étais en CM1, on venait de faire une dictée. J'ai toujours été mauvais en dictée. Hein. Je me suis amélioré quand même depuis. Et donc on faisait une dictée, puis après cette dictée, le professeur est venu me corriger parce que j'avais fait une faute qu'elle trouvait absolument absurde. Et elle m'a crié dessus. C'était vraiment absurde. Oua, le mot oua, qui s'écrit OI, hein, enfin le son oua qui s'écrit OI, moi je l'écrivais O-U-A. Et ça mettait en colère ma professeure. Et elle me criait dessus parce que je l'écrivais comme ça. Et elle me dit, mais c'est logique quand même. Ouah, ça s'écrit OI et pas O-U-I. Et j'aurais aimé à ce moment-là lui dire, mais pourquoi c'est logique? C'est logique pour vous, mais ça n'est pas forcément pour moi. Je n'avais pas compris ça. Alors, contrairement à ma vie personnelle, ma vie professionnelle a toujours été florissante. Le travail a été, pour moi, longtemps, un refuge, une atmosphère dans laquelle je me sentais bien. Et je dois vous avouer que j'étais bon, voire très bon. Il y a bientôt 2 ans de ça, j'ai décidé de faire autre chose, de changer. De mettre un peu d'ordre dans ma vie professionnelle. J'avais besoin d'autre chose. J'avais vécu les 40 premières années de ma vie à beaucoup travailler, à beaucoup donner pour les autres. Et effectivement, un renouveau était indispensable pour moi. Alors j'ai arrêté toutes mes activités professionnelles. Et je me suis assis. Ouais, comme vous, j'ai attendu que ça vienne. Alors je savais ce que je ne voulais pas. Je savais ce que je ne voulais plus dans ma vie. Je savais que je ne voulais plus m'associer, je savais que je ne voulais plus de salariés, je savais que je ne voulais plus de contraintes, mais ce que je voulais faire, je n'en avais aucune idée. Résultat, je me suis associé, j'ai eu des salariés et j'ai eu des contraintes. L'univers m'envoyait exactement ce que je ne voulais pas. Il ne m'envoyait pas ce que je voulais, et de toute façon, ce que je voulais, je n'en savais rien. L'univers m'envoyait ce que je ne savais, ce que je ne voulais pas. Et pourtant, c'était clair pour moi, je n'en voulais pas. Hein. Je le pensais et je le criais haut et fort. Et oui, par nos croyances, par nos pensées, une idée qui me plaît peut devenir réelle. Mais une idée qui ne me plaît pas peut devenir réelle aussi.
Autrement dit, nous attirons à nous ce à quoi nous pensons. Et nos émotions sont le reflet de nos pensées. Nos pensées provoquent en nous des émotions qui, à leur tour, nous donnent un sentiment. Et deux choix s'offrent alors à nous. Soit éprouver un sentiment de bien-être, soit éprouver un sentiment de mal-être. Et c'est nos pensées qui sont à l'origine de tout ça. Alors moi, j'étais loin d'être dans ce sentiment de bien-être. J'étais loin, très très loin de ça. J'étais en train de réaliser des choses qui ne me plaisaient pas du tout. Et pourtant. Alors j'ai une théorie là-dessus. Vous voulez que je vous la partage? Vous êtes là pour ça, peut-être. L'univers nous envoie toujours la preuve que nous avons raison. L'univers nous envoie toujours la preuve que nous avons raison. Alors posons-nous la question de comment un état de bien-être peut-il nous apporter toutes nos aspirations? Et je vais un peu généraliser cette question. Comment notre état peut nous apporter tout ce que l'on veut? Et quand je parle d'état, je parle bien évidemment d'état de bien-être ou d'état de mal-être, on est d'accord? Et oui, parce que si être dans le bien-être peut m'apporter toutes mes aspirations, autrement dit tout ce que je veux, être dans le mal-être peut aussi m'apporter tout ce que je ne veux pas. Et je me permets de vous le rappeler, ce sont nos pensées et nos émotions qui sont à l'origine de tout ça. Je suis dans le mal-être parce que mes pensées et mes émotions sont négatives. Je suis dans le bien-être parce que mes pensées et mes émotions sont positives. Et nous avons tous le choix de penser de deux façons différentes pour la même chose. Je vous donne un autre exemple. On peut penser « je veux être en bonne santé » ou « je ne veux pas être malade ». On est d'accord, c'est la même chose. L'objectif, il est le même. Sauf que l'une est pensée de façon positive et l'autre de façon négative. Et l'interprétation que notre corps et notre cerveau va en faire n'a rien à voir du tout. Alors je viens de vous parler de l'univers qui nous envoie des choses. Je viens de vous parler de notre corps et de notre cerveau qui réagissent à nos émotions. Mais comment ça fonctionne? Alors on a dit que nos émotions provoquent nos sentiments. On a dit que nos émotions avaient des effets sur notre corps, comme le fait de sourire, de pleurer, de contracter nos muscles, peu importe. Mais nos émotions ont aussi un effet sur notre ADN. L'ADN, c'est une macromolécule qui est présente dans toutes les cellules de notre corps et qui contient toutes nos informations génétiques. Tout ce que nous faisons, le fonctionnement de notre corps est géré par notre ADN. Le renouvellement de nos cellules, le fait que nous ayons 2 bras, 2 jambes, le fonctionnement de notre digestion, le fonctionnement de notre système lymphatique, immunitaire, tout est géré par notre ADN. Notre ADN, c'est le logiciel de notre corps. C'est le programme qui permet de nous faire fonctionner. Et 80% de notre ADN peut être modulé. C'est-à-dire que l'expression de nos gènes peuvent être soit éteintes, soit allumées. Et ce qui permet cela, la modulation de cet ADN, c'est la façon dont nous bougeons. C'est la façon dont nous nous nourrissons. Et pour le sujet qui nous intéresse ici ce soir, c'est la façon dont nous pensons. Autrement dit, nous avons tous le pouvoir de programmer notre ADN quelque part, par cette modulation. Et cette science, elle porte nom, ça s'appelle l'épigénétique. C'est la science qui étudie la nature des mécanismes modifiant de manière réversible, transmissible et adaptative l'expression des gènes. Pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, pour éclairer mes propos, vous voyez sur la gauche, vous avez une chaîne d'ADN qui est très très simplifiée, on est d'accord, hein? Si on prend un microscope électronique et qu'on zoome en profondeur dans l'ADN, on va trouver des chromatines. Les chromatines, c'est des porteurs, je simplifie, hein, s'il y a des généticiens de la salle qui m'excusent, mais la chromatine, c'est des porteurs de séquences de gènes. Et on voit par exemple sur cette photo, sur cette image, que certains gènes sont accessibles, certaines séquences génétiques sont accessibles, et d'autres qui le sont moins. Et tout simplement, les gènes qui ne seront pas accessibles ne seront pas exprimés, ils seront éteints, et les gènes, à contrario, qui seront accessibles seront utilisés. Le système d'ARN, vous avez peut-être entendu parler d'ARN pendant cette histoire de Covid-19, mais en fait nos ARN vont produire des protéines et ces protéines vont être utilisées par nos cellules. Tout ça dans le but de nourrir nos cellules, de les faire fonctionner correctement. Alors on
l'a dit, nos pensées ont le pouvoir de nous faire nous sentir bien. Et réciproquement d'ailleurs. Quand nous nous sentons bien, nous avons des pensées positives. Je vais vous donner un autre exemple pour être plus parlant. Quand on éprouve des sentiments, des émotions comme la joie ou le bonheur, notre cerveau va produire de la sérotonine. Et la sérotonine, on va en venir vite addict. Elle va agir comme une drogue. La sérotonine aura aussi pour but de nous faire bien dormir. Et quand on dort bien, on est en forme, on est productif, on est créatif. Et le cerveau donc va produire cette sérotonine juste dans le but de préserver notre vie, pour bien dormir et pour être productif. Mais par contre, lorsque je reçois un événement malheureux dans ma vie, le cerveau va couper cette production de sérotonine et on va être en manque. Et ce manque va entraîner des pensées négatives. Alors c'est un cercle vicieux, parce que nos pensées vont produire de la sérotonine et quand j'en produis plus, je vais passer dans un état de mal-être. La physique quantique a démontré que l'univers n'existerait pas sous forme de matière sans la présence d'observateurs, nous les humains. La physique quantique a démontré que nos pensées ont une réelle influence sur le monde, sur les choses, sur les objets. Lorsque vous pensez à quelque chose, vous créez votre univers. Et la chose à laquelle vous pensez existe alors déjà. Lorsque vous pensez à quelque chose, l'émotion qui en résulte émet des vibrations par l'intermédiaire de notre ADN. C'est un fait incontestable. Vous avez sans doute déjà entendu parler de la réciprocité des événements, de la voyance, de la télépathie, des énergies. Ou pour être encore plus concret dans mes propos, vous avez certainement fait un jour peut-être l'expérience de penser à une personne que vous n'avez pas vue ou entendu parler depuis longtemps, vous pensez à cette personne et cette personne, à ce moment-là, dans le même temps, elle vous envoie un message, elle vous appelle, vous la croisez dans la rue. Alors apprendre à gérer ses émotions pour un neuroatypique, c'est très compliqué. Moi, quand on m'a dit que j'étais haut potentiel neuroatypique, on m'a expliqué vaguement ce que c'était, mais pas plus que ça. On m'a dit, tiens, voilà ton cadeau, prends-le sous le bras et la porte, elle est là. Et qu'est-ce que je pouvais bien faire de ça? Alors je l'ai mis dans ma poche et j'ai essayé de vivre avec. Et c'est peut-être pour cette raison que j'en ai jamais parlé à personne, parce que j'en avais presque honte. Mon Dieu, je suis différent des autres, et pourvu que personne ne s'en rende compte. Mais ça, c'était sans compter la seule personne qui s'en est rendu compte, moi. Et ma mère aussi. Parce que ma mère me disait souvent quand j'étais plus jeune, mais toi t'es pas comme tout le monde. Sans savoir, bien entendu, que j'étais comme ça. Alors j'ai essayé, moi, d'ignorer ma particularité, mais ça a été une chose vaine toute ma vie. Parce que l'univers me renvoyait tout le temps à la figure qui j'étais. Et je vous le disais tout à l'heure, l'univers nous renvoie toujours la preuve que nous avons raison. Alors j'ai vécu une situation difficile, moi, il y a quelques mois, et ça a été dur. Ça a été très dur pour moi. Plus dur que pour n'importe qui comprend par ses émotions ce qui lui arrive. Et vous voulez que je vous fasse une confidence? Je crois que ça a été la meilleure chose qui puisse m'arriver. Et c'est vrai, parce que je me suis posé des tas de questions après ça. J'ai essayé de comprendre pourquoi à chaque fois mes relations sentimentales finissaient par un échec. Et je pensais vraiment que la faute c'était elle. Pourvu que je trouve la bonne. Et il ne s'agissait pas uniquement que de mes relations sentimentales. À ce moment-là, il y a quelques mois, ma vie est devenue absolument chaotique. Ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Elles étaient devenues comme stériles. Qu'est-ce que j'allais bien pouvoir faire? Pourquoi tout ce que je faisais ne fonctionnait pas ou ne fonctionnait plus? Il fallait impérativement que je trouve des réponses à toutes mes questions que je me posais. Et je m'en posais énormément. Et les réponses, malheureusement, je ne les connaissais pas. Jusqu'à que je me rende compte d'une chose. Jusqu'à que je me rende compte que le problème ne venait pas de l'extérieur. Le problème, il était là. Il était en moi. Cela en faisant l'expérience d'une conversation avec moi-même, avec ce qu'il y a de plus profond en moi, avec ce qu'il y a de plus sage en moi, en rentrant à l'écoute de qui j'étais.
et surtout en étant en compassion avec moi-même. Et si je m'écoutais simplement, et si je devais être qui je suis, l'être divin que je suis, celui qui ne peut pas être détruit, celui qui ne peut pas être blessé, celui qui ne peut pas être endommagé, dans n'importe quelle situation que ce soit. Et si je profitais de la vie, et si je profitais de toutes les opportunités qu'elle m'envoie, d'arrêter de me battre pour toutes les choses dont je pensais qu'il fallait lutter pour les avoir, devenir la meilleure version de moi-même, ou en tout cas essayer d'y tendre au maximum. Essayer de vivre toutes ces émotions au lieu d'essayer de les combattre. Dire aux personnes que j'aime, que je les aime, sans attendre quoi que ce soit d'elles, sans attendre quoi que ce soit de l'extérieur. Parce que lorsqu'on n'entend rien de l'extérieur, et que l'on vibre de complétude comme si on avait déjà toutes ces choses arrivent naturellement à nous. Alors pour être honnête, ces réflexions, elles ne sont pas venues à moi comme ça. Ça a été un long travail et j'ai dû aussi me faire aider, notamment par une énergéticienne qui m'a permis de me diriger vers la meilleure version de moi-même, d'y tendre en tout cas, et qui m'a permis aussi de vous raconter ce que je suis en train de vous raconter ce soir. J'ai aussi rencontré des personnes incroyables autour de moi, et notamment une personne qui a été source de renouveau pour moi, et une personne qui aujourd'hui, que j'affectionne particulièrement. Alors même s'il existe des situations dans la vie où c'est difficile, et cette situation que j'ai vécue, comme je vous disais, elle était difficile pour moi. Ça a été dur, et ça peut l'être encore. Je peux encore ressentir de la peine par rapport à cette situation, si j'y pense. Ouais, quand j'y pense. Pourquoi? Parce que quand on reçoit une mauvaise nouvelle, on n'a pas le droit d'avoir des sentiments dommageables, comme disait Spinoza. On n'a pas le droit de ressentir de la peur, de la peine, de la tristesse. Mais est-ce que tout ça, c'est incompatible avec un état général de bien-être? Et que dans tout cela, il n'existerait pas une situation plus générale qui nous donne le droit de nous sentir bien, dans toutes les circonstances de la vie? Bien sûr que si. Parce que les émotions qui me permettent de me sentir bien, je les connais toutes. Elles sont toutes en moi. La joie, le bonheur, la gratitude. Et je les connais toutes ces émotions et j'en ai déjà fait l'expérience. J'ai le droit aussi d'avoir ces pensées qui me permettent d'avoir ces émotions positives. Il suffit que je le décide. Et je sais que parfois ça peut être difficile d'avoir ces pensées et ces émotions dans certaines situations. Et je le sais peut-être mieux que personne. Et comme je vous le disais, cette peine, cette tristesse sont là pour de bonnes raisons. Quand je viens de perdre quelque chose qui m'est cher, je ressens de la tristesse, de la peine, de l'angoisse, de la peur. Mon corps et mon cerveau m'envoient toutes ces émotions pour préserver ma vie, pour me protéger. Et de toute façon, lutter contre ça me serait impossible. Mais gérer ces émotions, les affronter, les canaliser, peut-être parfois les combattre, cela nous est possible. Et notre devoir, c'est quoi? Notre devoir, c'est de comprendre que l'univers nous a envoyé un message et que ce message, il faut l'entendre, qu'il a un but. Nous amener à la meilleure version de nous-mêmes. Et il faut comprendre que cette nouvelle vie nous réserve des expériences que nous n'aurions jamais pu vivre auparavant. Lorsque les choses changent dans notre vie, il est important de se dire que ces changements sont précurseurs d'une amélioration. Il ne peut y avoir de vide dans l'univers. Lorsque quelque chose disparaît, quelque chose de nouveau doit apparaître et prendre sa place. C'est une loi universelle, c'est une loi quantique. Et c'est ce que vous pensez, c'est ce que vous voulez, la façon dont vous vibrez qui vous amènera cette nouvelle chose. On a tous le choix de décider ce qui nous arrivera demain, après-demain, dans les mois, dans les années qui arrivent. Il suffit de le sentir, il suffit de le vouloir et de le penser pour que cette nouvelle chose arrive. Et je vous demandais au début de mon discours comment vous alliez. Vous allez bien? Plus maintenant? Si. Vous allez bien? Ouais? Super, ben, c'est très bien. Alors continuez, je vous remercie beaucoup.